Un petit souffle d'espoir pour la sortie de la société Air Madagascar de la liste noire de l'Union européenne. Les conditions imposées pour sortir Madagascar de la fameuse liste B seront remplies vers la fin de l'année. L'objectif de 7% de taux de croissance relève du possible avec les activités extractives. Le général Erlin Troivet-Loarson, ministre de l'économie et de la planification, a défendu ce jour le discours du Premier ministre Kool-Roger sur la politique générale de l'État. Et enfin, Vladimir Poutine a lancé hier la construction du gazoduc par lequel la Russie va exporter pour la première fois du gaz à la Chine et rééquilibrer vers l'Asie ses échanges commerciaux. Avec Premium by Jovena, roulez plus, dépensez moins. Puissance, fiabilité, confort, économie. Nouveau, taux de soufre réduit dans notre gasoil. Jovena, le plein d'énergie. Antananarivo sy ny manodidina Tropic Faya manoldransika Tona Samgeza ao amin'ny Coliseum Antsontsobe ny alahady 7 septembre 2014 manomboka amin'ny valora maraina afanainy Minas Black Nadia Banzaka Joeme Jerry Marcos Warian Q Meiza THT Martura Freedom Lenji sponsor officiel Mancafi Boutique partenaire New Pizza média officiel Cool TV sponsor THB. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez pour ce journal. À la une ce jour, l'élection législative partielle. Le parti Malagas Miaramieng mène la danse dans le district d'Imband avec le candidat Mahmoud Souleyman avec 41,17% des voix. Il dépasse Soche Catherine, soutenu ouvertement par le parti d'État, de 1141 voix. Aujourd'hui, la CENIT a traité tous les résultats des bureaux de vote de Marvoy. Le candidat indépendant Saou Bravounzatouf arrive en tête avec 38,54%. Il ne reste plus qu'Imband et Bel-sur-Tirbine. Pour ce dernier, 123 bureaux de vote sur 156 sont déjà traités. Paul Karan, candidat du parti Yarakisik, caracole avec 47,23%. Et pour le district de Sainte-Marie, le score est très serré. Le candidat Maximin arrive en tête avec 41,71% contre 41,59% pour Yvette Silla du parti Maman. Les dénonciations de fraude électorale lors des dernières partielles commencent à tomber au QG de la Commission électorale nationale indépendante de la transition ou CENIT. Bel-sur-Tirbine ouvre le bal des contestations avec l'affaire des bulletins uniques précochés. Selon la CENIT, 12 bulletins uniques sur 3000 portent effectivement des marques, mais ils n'ont pas été utilisés le jour du vote. La CENIT attend les documents électoraux pour conclure sur le caractère frauduleux des faits ou un simple défaut d'impression. Nandiane Rajanson. Béatrice Atala, présidente de la CENIT, promet des mesures rigoureuses s'il est avéré que les marques suspectes sur les bulletins de vote sont signes de manœuvres frauduleuses de précochage et non des défauts d'imprimerie, auquel cas la CENIT enverra immédiatement un rapport auprès de l'imprimeur d'Afrique du Sud. La QG de la CENIT attend actuellement les documents électoraux en provenance de Bel-sur-Tirbine. La Commission électorale nationale précise que le matériel de vote, y compris les bulletins uniques, font
l'objet de contrôles rigoureux bien avant les opérations électorales. Par ailleurs, 3 plaintes, dont celle en province de Bel-sur-Tirbeïn, sont déjà déposées auprès de la Cour électorale spéciale. Elles portent entre autres sur l'utilisation de matériel public. Au jour d'aujourd'hui, les 3 districts sur les 4 concernés par les partiels n'ont pu transmettre leurs documents électoraux. Ils sont pénalisés par le manque d'expérience des membres des bureaux de vote. Ils peinent toujours sur la détermination de la nullité d'un bulletin de vote. La CENIT déclare que le code électoral n'apporte pas des éclaircissements sur la question. Cela promet des débats houleux lors des confrontations des résultats. La CENIT tiendra une assemblée générale le 5 septembre prochain. La proclamation des résultats officieux des partiels se tiendra-t-elle toujours vendredi comme prévu? Un petit souffle d'espoir pour la sortie de la société Air Madagascar de la liste noire de l'Union européenne. Les conditions imposées pour sortir Madagascar de la fameuse liste B seront remplies vers la fin de l'année. Selon les explications de responsables, ils seraient en train de restaurer certaines insuffisances. Le calme règne à l'aéroport international Ivat. Les contestataires ont suspendu leur grève et le trafic aérien aurait repris son cours normal. Michela Ranardson. Les contestataires de la société Air Madagascar ont suspendu leur mouvement. Ils ont prévu de continuer à perturber le trafic aérien ce jour, malgré l'ordonnance de justice rendue mercredi dernier. La situation de l'aéroport international d'Ivat connaît actuellement une certaine accalmie. Selon des sources, le mouvement de contestation n'a pas fait l'unanimité et n'a pu bloquer le trafic. Les compagnies étrangères ont pu recourir à des employés d'Air Madagascar. Les aéronefs en provenance d'Europe atterrissent ou prennent le départ sans problème. Quant à la sortie de la liste B, de nombreuses conditions la rendent pas facile, selon des précisions. Ces anomalies portent sur, par exemple, au niveau de l'ACM, par l'insuffisance de surveillance des opérateurs, soit parce qu'il n'y a pas eu il n'y avait pas assez d'inspecteurs pour faire le travail, soit parce que ce travail de surveillance a été, on va dire, un peu négligé. Donc tout cela est en cours de redressement et nous apportons le plus grand soin pour corriger tout cela. Les différents responsables de la société s'activent actuellement à réhabiliter la société aérienne nationale. Elle ne pourra espérer sortir de la liste noire avant le 15 avril 2015. Les inspecteurs de l'Union européenne procéderont alors à une revue de détail dont dépendra l'avenir de la société Air Madagascar. Le problème de la compagnie nationale relève de multiples questions techniques. Sa situation rappelle celle de la compagnie camerounaise. L'échec du mouvement de contestation de son personnel avait entraîné la disparition de la Cameroon Airlines. D'après un communiqué sorti ce jour, suite aux différentes rencontres entre la direction générale et les représentants du personnel, et en particulier celle tenue hier, les parties sont parvenues à un accord, les manifestations prennent fin et chacun procède à la reprise normale des activités. Les efforts seront conjugués afin d'accélérer la sortie d'Air Madagascar de l'annexe B, notamment lors de la prochaine réunion du comité de sécurité aérienne de l'Union européenne de cette année 2014, et enfin de respecter les engagements d'Air Madagascar envers ses clients et partenaires. Également dans la page politique, l'objectif de 7% de taux de croissance relève du possible avec les activités extractives. Le général Erlin Troavé-Loarson, ministre de l'économie et de la planification, a défendu ce jour le discours du Premier ministre Cool-Roger sur la politique générale de l'État. Lors d'une conférence de presse tenue à l'immeuble du Plan, le général informe que jusqu'ici, le ministère de l'économie a procédé sur le terrain à un diagnostic approfondi des réalités du pays sur le plan économique afin de classer les priorités. Un plan national de développement ou PND prendra la place et le relais du MAP ou Madagascar Action Plan. Nyandra Djenarsou.
Le général Erland Travelwarsan, ministre de l'économie et de la planification, se défend bien avec les chiffres. Le taux de croissance était au menu principal de la conférence de presse. Après une revue de détail de la situation économique du pays sur le terrain, il s'est montré optimiste sur l'avenir. La loi de finances prévoit 5,5% de taux de croissance en 2015, tandis que les 7% avancés par le document de politique générale de l'État relèvent d'un objectif et non d'une prévision. Il s'agit d'un objectif réaliste. Après l'indépendance, le taux était de 1,9%. En 2008, il a atteint 7% s'il était de 6% en 2001, 3,1% en 1990 et 3,9% en 1971. Entre 2009 et 2013, ce taux n'était que de 0,9%. Actuellement, une hausse du taux de croissance économique de 2,4% est le but de la loi de finances rectificative 2014, si 5,5% est le but de la loi de finances 2015. Le tourisme joue également un grand rôle dans l'augmentation du taux de croissance économique malgache. Cette projection se définit comme suit dans le secteur primaire, 2,8% pour l'agriculture, 2% pour l'élevage et la pêche et 1% pour la forêt. Après le MAP, cela fait maintenant 5 ans qu'aucun projet de développement n'a été mis en place, une des raisons pour laquelle un projet appelé PND ou Plan national de développement est en cours, un projet d'une durée de 3 ans qui va démarrer l'année prochaine. De nombreuses personnes sont actuellement impliquées dans des affaires de fiches d'identification de bovidés ou FIB falsifiés. Il s'agit là pour la plupart de marchands de bestiaux, de vétérinaires ou de délégués communaux. La gendarmerie a commencé l'enquête dans la partie sud du pays, les anciennes provinces de Fianarantsoa et de Tuliar. Dans ces deux provinces, 48% des bovidés volés n'ont pas été récupérés et ont complètement disparu. Depuis janvier dernier, près de 20 000 bovidés ont été volés. Seul 1 millier a été récupéré et remis à leurs propriétaires. Les explications. Donc la gendarmerie a changé de tactique, si l'on peut dire ainsi, pour détecter les faux et usages de faux en matière de commercialisation de pour savoir combien de cas de vol existent depuis janvier, combien de bœufs volés et surtout combien de bœufs volés non récupérés. Donc ce qui nous intéresse maintenant, ce sont les bœufs volés non récupérés qui volatilisent donc, mais après notre enquête, nous avons des preuves que les bœufs volés non récupérés rentrent dans le circuit des bœufs de commerce. Les bidonvilles et les abris précaires de sachets en plastique vont-ils disparaître de la ville d'Antananarivo? Cet assainissement devait commencer ce début de mois de septembre par l'évacuation et le déplacement de quelques 1700 personnes sans domicile fixe. Cette décision a été maintes fois reportée. Les mesures d'accompagnement restent également inconnues. Le site dit La Réunion Keel ou Petite La Réunion est dans le collimateur. Gaëtan Djeslav. En 10 ans, le site dit de La Réunion Keel ou Petite La Réunion est la plus grande concentration de sans domicile fixe qui vivent dans des abris précaires faits de sachets en plastique. Au bord d'un canal rempli d'immondices, 500 familles y vivent, représentant près de 1700 personnes au dernier recensement. Tous les gouvernements qui se sont succédés ont mis en œuvre divers projets de recasement. Ils n'y ont pas réussi sur les plaines du Tampkit, dans la commune de Bungatar, qu'à l'est d'Amboui Manamboul, ces familles de sans-abri reviennent toujours à La Réunion Keel. Quels métiers peuvent-ils exercer? Leur majorité sont des gens sans terre ou que leurs campagnes ne peuvent plus nourrir. Cette population de déracinés doit être arrachée à l'enfer urbain. L'État est en train de mettre en place des mesures d'accompagnement et d'élaborer une politique de protection sociale. Les bailleurs de fonds financeront le projet avec le ministère de la Population. 92% des Malgaches vivent avec moins de $2 par jour, affirme la Banque mondiale. Seuls 4,12% des personnes vivant à la campagne vivent avec de l'électricité. 65% n'ont pas accès à l'eau potable. D'après ces statistiques, l'échec de la politique de l'État malgache est flagrant.
Nono, un des fondateurs du groupe mythique Mahaleo, porté à sa dernière demeure ce jour à Betave, à 30 km d'Antirabé. Guitariste basse, il fait partie des fondateurs du groupe des Garçons dans le vent des années 80. À part cela, il était également médecin à l'hôpital Ravouin-Guindé-Naval. Toute l'équipe de Cool TV FM présente ses condoléances à la famille et au groupe Mahaleo. Et poursuivons ce journal avec les actualités internationales. Vladimir Poutine a lancé hier la construction du gazoduc par lequel la Russie va exporter pour la première fois du gaz à la Chine et rééquilibrer vers l'Asie ses échanges commerciaux au moment où ses relations avec les Occidentaux sont au plus bas. Le gazoduc Force de Sibérie est d'une longueur totale prévue de 4000 km pour une capacité de 61 milliards de mètres cubes, doit permettre de relier les gisements de Sibérie orientale au réseau gazier existant et de le prolonger vers l'extrême orient. C'est un reportage de France 24. Les premiers tronçons d'un gazoduc de 4000 km de long. Un chantier monumental inauguré par Vladimir Poutine. Force de Sibérie va relier le réseau existant à l'ouest au gisement en Sibérie pour aller jusqu'en Chine. Coût de l'infrastructure, 55 milliards de dollars. Les hydrocarbures représentent 2/3 des exportations russes et près de la moitié des recettes publiques. Mais l'essentiel de ces exportations se fait avec l'Union européenne et les pays de l'ex-Union soviétique. L'objectif est de se tourner plus vers l'Orient. La prochaine étape sera encore plus intéressante du point de vue économique. Une fois que nous aurons développé le réseau du gazoduc ici, dans l'est de la Sibérie et les régions orientales, nous pourrons ensuite relier le gazoduc européen à celui de l'Est. Les négociations avec la Chine ont duré 10 ans, mais en pleine crise avec l'Ukraine, un accord a finalement été trouvé en mai dernier. Le contrat est à la mesure du chantier, 400 milliards de dollars sur 30 ans. Le tronçon chinois sera lancé dès le début de l'année prochaine. Et à partir de 2018, c'est 38 milliards de mètres cubes de gaz qui devraient être livrés chaque année à la Chine. Et pour terminer ce journal, on va regarder ce reportage de France 24 montrant les résultats des incessantes guerres qui se sont poursuivies en Ukraine, notamment entre Mariupol et Donetsk. Nous vous prévenons déjà que certaines images peuvent choquer. Des enfants jouent sur un blindé ukrainien abandonné dans le centre de Komsomolsk. Les habitants parlent d'échauffourées qui ont eu lieu pendant la nuit. Nous venons juste de sortir de nos caves pour voir ce qu'il se passe en ville. Dans cette petite ville à 50 km au sud de Donetsk, les troupes ukrainiennes avaient pris position moins d'une semaine auparavant. Ils sont juste partis, ou plutôt ils ont pris leurs jambes à leur cou. Un policier nous emmène à 10 km d'ici pour nous montrer pourquoi, selon lui, l'armée a pris peur. 15 véhicules militaires ukrainiens anéantis par des tirs d'artillerie qui étaient visiblement très précis. Sur place, des maraudeurs expliquent que le convoi appartenait à la très redoutée garde nationale. Ils étaient venus pour nous tuer, ils voulaient tous nous étrangler. Ils nous emmènent voir une série de corps écartés des véhicules. Les nazis ukrainiens ont juste abandonné leurs propres soldats, sans même emporter les corps. Ils les ont juste abandonnés aux renards, aux aigles et aux loups. Cela fait plusieurs jours que les corps pourrissent ici. Mais l'Ukraine peine déjà à venir en aide à ses troupes valides. Beaucoup de soldats sont isolés dans ces régions, encerclés par les insurgés. Je suis sincèrement désolé pour eux. Nous ne voulons rien de tout ça. Mais du côté ukrainien, ils disent une chose, et du côté russe, le contraire. Mirror and Strass avec Galevida juste après ce journal, suivi donc de 2 films, The Love Punch, un film comédie avec Pierce Brosnan, et Collider, un film fiction. Fin de ce journal, merci de votre fidélité à Cool TV. Nous vous donnons rendez-vous demain à 20h30. Au revoir.